Alors bonjour tout le monde, bienvenue au jeudi des conférences philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me saluer. Alors ces conférences sont offertes dans le contexte de l'Observatoire Vieillissement et Société, un organisme, disons, œuvrant au niveau de la qualité de vie chez les aînés, tout en prévenant bien sûr l'isolement et en nous amenant à réfléchir sur la notion de l'agisme et de l'auto-agisme. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez me saluer si vous êtes présent, me dire un petit bonjour. J'aimerais bien voir vos commentaires à l'écran. Il est présentement 13 heures. Nous sommes jeudi le 17 décembre. Dans quelques instants, nous allons nous entretenir sur la notion de « Connais-toi toi-même ». Donc, salutations à tous et à toutes pour cette rencontre du jeudi. Donc, la dernière rencontre du jeudi 13h pour l'année 2020. J'en suis maintenant à ma 4e année à animer des causeries philosophiques dans le cadre de l'OVS. Remerciements à celui qui m'a recruté, Eduardo Varela. Et salutations à tous les bénévoles de l'Observatoire Vieillissement et Société. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème relevant de la philosophie grecque ancienne, la notion de « connais-toi toi-même », en grec « gnautisiauton », en latin « gnosse te ipsum », ou en français le fameux « connais-toi toi-même », attribué bien sûr à Socrate, mais c'est une ancienne maxime qui s'inscrit dans les 147 maximes delphiques, hein? Retenu, on a retrouvé ça bien sur des gravures, un peu plus tard, même en Orient. Donc, salutations à tous et à toutes, à Mélanie, Vanda, Annick, Doris, Isabelle et compagnie. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce jeudi 17 décembre, dernière rencontre dans le cadre de la philosophie, des causeries philosophiques de l'OVS. On se voit d'habitude 2 fois par mois. Nous allons nous retrouver au mois de janvier, le 7 et 14 janvier, les jeudis à 13h. Allez voir les sujets que j'ai choisis pour janvier-février. Ils sont notamment sur ma page Mathieu Martel, philosophe, dans la section événements. Tous les événements sont inscrits, bien sûr, préparés pour janvier, février et mars. Les événements qui sont fixes, hein, les sujets fixes. Et bien sûr, je vous propose de temps à autre des lives, hein, des petites rencontres en direct, comme hier soir, il y en avait une. Vous pouvez aller écouter tous les vidéos dans la section vidéo de ma page Mathieu Martel, philosophe. Donc, salutations aux habitués de l'OVS, Christine, Vanda et compagnie. Alors, le connais-toi toi-même, hein? On a souvent entendu parler du fameux « connais-toi toi-même ». Quelquefois, on ajoute au « connais-toi toi-même »,« connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Mais, en fin de compte, seul l'adage du « connais-toi toi-même » est à considérer dans l'œuvre, bien sûr, qui apparaît dans l'œuvre de Platon, dans le Charmide, où il est question d'une réflexion sur la sagesse. Socrate s'interroge à savoir qu'est-ce que la sagesse, sur quoi repose la sagesse. Il apparaît aussi le connais-toi toi-même dans, bien sûr, l'apologie de Socrate, où Chairéphon déclare qu'il a entendu dire qu'on avait associé Socrate à la personnalité la plus sage de Grèce. Et Socrate part, bien sûr, interroger les gens à l'Agora, à Athènes, à savoir est-ce que c'est vrai qu'il est le plus sage des Grecs. Mais bien sûr, l'oracle de Delphes, c'est bien sûr des prêtresses, des pythies, des femmes âgées, je crois, de 40 ans et moins, qui vont lorsque vous allez les consulter, ce sont des oracles et ils vont vous répondre avec des paroles dites obliques, des paroles mystérieuses. Donc, elle ne dit jamais oui ou non, l'oracle de Delphes. Donc, les femmes qui sont assises sur des trépieds,
mâchant des feuilles de laurier, affectés par les effluves telluriques, hein, parce qu'elles sont à Delphes derrière une paroi où ressort des effluves telluriques, pouvant peut-être les mettre dans certaines dispositions pour prophétiser l'oracle. Donc, l'oracle de Delphes, comme nous dit Héraclite d'Éphèse dans les fragments, en une centaine de fragments d'Héraclite, Héraclite dit la chose suivante: l'oracle de Delphes ne dit ni oui ni non, elle signifie. D'autres vont traduire par elle donne sens. Dans le cas de Socrate, l'oracle de Delphes va déclarer nul n'est plus sage que Socrate. Socrate ne prend pas ça comme une vérité, un dogme ou une vérité profonde. Il va lui-même interroger, hein, respectant sa propre méthode d'investigation. La dialectique va aller questionner des gens à ce sujet. Et il va se rendre compte que tous ceux qui prétendent être très sages, en fin de compte, le sont moins que ceux qui ne le prétendent pas. Mais quel est le rapport avec l'oracle de Delphes et le connais-toi toi-même? Eh bien, sur le fronton, hein, du temple dédié à Apollon, à Delphes, on sait qu'avant qu'un temple soit construit à Delphes, il avait d'abord été construit à Delphes, puis ensuite, par la suite, ou avant, il y a eu le temple de Délos, où on gardait le trésor athénien à Délos. Et je crois que Délos, si je ne m'abuse, j'espère que je ne me trompe pas avec Delphes, mais Délos, c'est l'île des immortels. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune naissance, aucune mort, aucune personne qui pouvait mourir à Delphes. Il n'y avait pas de présence d'êtres mortels. C'était une île associée à l'immortalité. On y plaçait les trésors athéniens. Et bien sûr, le fameux le bateau de Thésée qui, à chaque année, allait d'Athènes à Delphes pour revenir à Athènes. Et durant ces 30 jours de navigation, on ne pouvait pas condamner personne à mort. C'était comme un moment sacré pour célébrer le héros Thésée, qui a bien sûr combattu le Minotaure. Donc, quel est le rapport entre le connaître toi-même et, bien sûr, le temple de Delphes? En l'honneur d'Apollon, c'est que sur le fronton de Delphes, il était inscrit plusieurs devises, ou comment dire, principes premiers, qu'on a attribués plus tard aux 7 sages. On parle bien sûr de l'historien Stobé, qui attribuait ces propositions-là, petits aphorismes delphiques, aux 7 sages, hein, qui étaient comme des ancêtres de sagesse. On avait bien sûr Solon d'Athènes, qui faisait partie des 7 sages, Thalès. La liste varie, tout dépendamment des sources, mais elle est plutôt légendaire. Et le connaître toi-même, hein, Gnoti Seauton, se retrouvait parmi les principes importants qui étaient gravés sur le temple de Delphes. On avait, on va commenter tantôt le principe de connaître toi-même. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre principe? Le fameux Meden Agan, hein, qui veut dire rien de trop, rien en excès, qui était un autre principe. Il y avait un autre principe qui était aussi, mettons, respecte tes amis, suis Dieu, fais attention à tes ennemis. Donc, des courts principes. La nation qui était, disons, qui guerroyait avec Athènes pendant plusieurs années, on parle bien sûr des Spartiates. Les Lacédémoniens, eux, avaient développé la pratique qu'on appelle des courtes sentences, des apophthegmes, des petites pensées dites laconiques, très courtes. Et c'est drôle parce que les principes delphiques sont aussi des principes courts pour pouvoir les mémoriser et pour pouvoir facilement nous inspirer dans notre art de vivre. Hein, parce que tout cela,
ces principes-là philosophiques nous aident à mieux vivre. Tantôt, je vais vous questionner concernant, bien sûr, le « connais-toi toi-même ». Donc, on est une dizaine en ce jeudi 17 décembre. Dernière rencontre de philosophie et des causeries réflexives dans le cadre de l'OVS, un observatoire vieillissement société qui date de 15 ans. Et bien sûr, nos causeries ont lieu grâce à une donatrice, une mécène, Sibylla S., qui, à chaque année, depuis de nombreuses années, soutient, supporte, encourage les causeries philosophiques. Et bien sûr, l'OVS est un organisme qui, bien sûr, a comme mission de favoriser la socialisation chez les aînés, les sortir de l'isolement, par ailleurs aussi réfléchir sur la notion d'agisme, un petit peu combattre ou éclairer en notre conscience les comportements qu'on pourrait pratiquer à l'égard des aînés, comportements, disons, négatifs, ou nos propres attitudes d'auto-agisme envers nous-mêmes, c'est-à-dire nous identifier à notre âge, ce qui nous limite dans le fond. Alors, aussi, l'OVS est là pour promouvoir la qualité de vie chez les aînés et ces exercices, ces rencontres de philosophie réflexive nous permettent justement d'échanger. Et c'est pour ça que tantôt, je vais vous poser quelques questions avec le sujet du jour. Donc, n'hésitez pas à me saluer quand vous arrivez sur le clavardage et me poser n'importe quelle question qui pourrait surgir en vous durant ma présentation. Aujourd'hui, c'est une présentation un peu plus théorique, historique, pour apprendre sur la notion de connaître toi-même, qui a souvent été répétée, mais je veux juste la situer. Donc là, je l'ai située, bien sûr, à la période du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passait au temple de Delphes? Donc, les prêtresses de Delphes étaient interprétées, la Pythie de Delphes, les Pythies de Delphes étaient, comment dire, ça vient du terme serpent aussi, puis le serpent d'Apollon, etc., leur réponse était interprétée par des prêtres. Les gens venaient pratiquer la divination, venaient d'un peu partout questionner à Delphes les Pythies, qui sont des femmes. Alors, elles vont toujours répondre, comme je dis tantôt, de manière oblique. On a, je crois, on rapporte aussi des paroles ou des histoires autour de la Pythie de Delphes. Dans aux éditions des Belles Lettres, on va comme raconter les histoires autour des chefs politiques qui allaient voir la Pythie pour la questionner. Mais il fallait vraiment préparer sa question avant d'aller la voir. Donc, l'autre pensée qui était rien de trop, ou qui poussait les gens à demeurer rationnels, elle était très importante à considérer la parole « rien de trop », parce qu'il fallait considérer que nous ne sommes pas des dieux, nous allons consulter des femmes qui prophétisaient, qui voulaient nous donner des signes, nous guider pour agir. Et voilà, donc on me demande, donc Saïd me dit que mon son a trop d'écho. Je veux juste vérifier avec les autres personnes si vous trouvez que mon son est bon. Donc, juste m'écrire à savoir si le son est parfait. Donc, de mon côté, semble-t-il, juste pour vérifier, Saïd nous dit que le son, il y a trop d'écho dans le son. Donc, peut-être baisser ton volume ou quoi que ce soit. Donc, je veux juste avoir un commentaire de Christine, Micheline ou Mélanie à savoir si mon son est convenable. Et je vais essayer de l'ajuster. Sinon, je vais juste vérifier ici. Bon, on me dit que le son est bon. Mélanie me dit que le son est bon. Donc, ça aide peut-être baisser ton son de ton côté. Alors, le temple de Delphes. Donc, il y avait la devise « Rien de trop ». Donc, ceux qui allaient questionner les Pythies, ces femmes-là qui allaient donner des réponses obliques,
symbolique, il fallait bien réfléchir à sa question. Donc, trouver une question rationnelle bien circonscrite et savoir que nous sommes des humains qui allons questionner des gens qui sont un petit peu des médiums, hein, avec la divinité. Donc, je ne sais pas si je vais vous conter une histoire qui vient un peu, je l'ai déjà conté jadis, qui vient un peu illustrer une réponse oblique, symbolique faite par la Pythie de Delphes. Je ne sais pas si c'est une rumeur, si c'est une légende. Donc, Alexandre le Grand serait allé jadis consulter la Pythie de Delphes, posant la question suivante. Vais-je être le maître de l'univers ou le maître du monde? La Pythie de Delphes, face à Alexandre, décide de ne pas répondre, de garder silence. Et supposément, Alexandre, dans un état voulant savoir, ardemment savoir, saisit la Pythie, ou la brasse quelque peu, l'amène sur son épaule et s'en part à cheval avec la Pythie. Et la Pythie de déclarer, Alexandre, tu es irrésistible. Donc, il y a quand même un lien avec la question, la réponse en oblique. Alexandre pose la question suivante, serais-je le maître du monde? Et la Pythie finit par dire, tu seras irrésistible, au sens où personne ne pourra te résister. Mais elle ne répond pas par un oui ou par un non. Héraclite parle de la Pythie de Delphes et Héraclite est en lien avec notre question du jour. Nous réfléchissons sur le « connais-toi toi-même ». Donc, ce fameux « connais-toi toi-même » qui est une devise inscrite sur le temple de Delphes. Regardons cette pensée. C'est une phrase, c'est une injonction. C'est un principe moral résumé, en quelques mots. Connais-toi toi-même. On te demande, c'est un principe, une injonction morale, te demande, tu as un devoir de te connaître toi-même. Mais te connaître quoi? Donc, c'est un appel à la connaissance de soi. Et on va y aller de quels moyens? On regardera les moyens par la suite. Donc, connais-toi toi-même, c'est une injonction morale et on veut se connaître nous-mêmes. Mais qui est ce fameux nous-mêmes? C'est quand même aussi peut-être une énigme. Comment on va se connaître nous-mêmes? Donc, je laisse ces questions-là en suspens. Et ce qu'il faut comprendre, connais-toi, mais par toi-même. Donc, pas par le regard des autres, pas par via les religions officielles, mais c'est une mission que toi seul, tu dois accomplir. Et ce qui a fait dire à Héraclite, « Je me suis cherché moi-même ». Ce qui a fait dire à Nietzsche aussi, en utilisant une phrase de Pindare, « Deviens qui tu es ». Donc, c'est un processus de connaissance de soi. Mais la question à savoir, qu'est-ce que le fameux soi-même? Cette question-là est abordée dans un dialogue de Platon qui s'intitule « L'Alcibiade », qui a été pendant 1000 ans la porte d'entrée pour certains, pour l'école platonicienne, la porte d'entrée à l'œuvre de Platon, où on y traite la plupart des sujets importants. C'est le dialogue initiatique. Vous savez, dans mon livre, qui s'intitule « L'appel de l'être », j'ai énuméré j'ai fait la nomenclature de plusieurs ouvrages qui, selon moi, sont les portes d'entrée vers l'œuvre de certains philosophes. Je vous les rappelle. J'ouvre une parenthèse.
La lettre à Ménécée d'Épicure, même si on n'a pas les 90 ouvrages d'Épicure, pour ce qui nous reste d'Épicure, on peut dire que la lettre à Ménécée, qui traite d'éthique, entre autres, est une porte d'entrée vers l'œuvre. On a aussi chez Clément Rosset le réel et son double. On pourrait rajouter à cela peut-être aussi la force majeure qui va parler de la joie. Donc on sait que chez Rosset, les notions de tragique et de joie sont premières dans sa philosophie. Comme, donc il y a aussi le dialogue de Platon, l'Alcibiade, chez Émile Michel, Sioran, c'est bien sûr sur les cimes du désespoir. Chez Nietzsche, il le déclare lui-même, le crépuscule des idoles. Et de mon côté, pour avoir accès, avoir une initiation à ma pensée, il faut passer par l'appel de l'être. Donc, dans l'Alcibiade de Platon, Socrate pose la question à Alcibiade, qu'est-ce que le soi-même? En lui-même. Qu'est-ce que le soi-même? Qu'est-ce que prendre soin de soi? Il emploie l'expression en grec epimeleia et autou. Qu'est-ce que prendre soin de soi? Il y a aussi question de la connaissance de soi, hein? Du gnauti seauton. Qu'est-ce que la connaissance de soi? Mais dans le dialogue de Platon, l'Alcibiade, on passe par le souci de soi. On se demande, mais est-ce que c'est mon apparence, le soi-même? Est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est ma raison? Est-ce que c'est quelque chose d'au-delà de la raison? Qu'est-ce que le soi-même? C'est le même questionnement qui est fait chez Shankara, un des premiers mystiques de l'Advaita Vedanta, au 9 ou 8e siècle avant notre ère, où il y a des questionnements sur le soi, hein, de l'auto-questionnement, à savoir qu'est-ce que le soi. Donc, cette injonction-là, le connais-toi toi-même, hein, qui est vu comme, c'est une mission que tous et toutes, hein, pour le peuple grec à l'époque, à travers les 147 sentences delphiques, c'est quelque chose d'important, de partir à la découverte de soi. Il y a un super beau mémoire de maîtrise, écrit par un Québécois, qui est disponible sur toute l'historique du connais-toi toi-même, en partant bien sûr des premiers sages. Il y en a un petit peu plus loin dans l'Antiquité, si vous voulez le consulter. Un travail d'analyse, de commentaires de texte sur le connais-toi toi-même, donc un beau texte. Moi, aujourd'hui, j'en fais juste une petite initiation, une petite réflexion de base. Alors, le but du connais-toi toi-même, c'est de réfléchir, se questionner sur notre identité. C'est la question à savoir, qui suis-je? Hein? On s'interroge sur qui suis-je? Et ça présuppose qu'on peut peut-être se connaître à travers, en usant de raison, de réflexion, en se posant des questions fondamentales, dites métaphysiques, bien sûr. Et c'est drôle parce que tantôt, j'ai parlé du charmite de Platon où on s'interroge sur la sagesse, hein, sachant que la philosophie est la recherche du savoir et de la sagesse. Socrate interroge Charmite dans le texte et veut savoir qu'est-ce que la sagesse au sens de dans ce dialogue-là, la sagesse est vue au sens de prudence. En grec, c'est dit sophrosoune. Donc, nous sommes des philosophes à la recherche de nous-mêmes. Peut-être que nous ne sommes jamais partis à la recherche de nous-mêmes. Peut-être que c'est le temps aujourd'hui de faire une mise au point, se questionner on est rendu à 9 mois de pandémie. C'est peut-être ça a été peut-être un temps superbe pour se questionner.
Le fameux « connais-toi toi-même » me fait penser bien sûr à la phrase de l'Apologie de Socrate, une phrase très, très connue, qui est « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Et là, on peut associer plusieurs sens au terme « examen ». Si on pense au type d'examen qu'un individu peut subir, on peut subir un examen médical, de la vue, dentaire, de la conduite, un examen pratique, un examen théorique, un examen de citoyenneté. Voilà un examen de français, de langue. Mais est-ce que c'est ce genre d'examen-là qui vient, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'est perçu, qu'est conçu l'examen aux yeux de Socrate? C'est peut-être plutôt au sens d'un examen de soi-même. Donc, se connaître soi-même présuppose de se questionner et de s'examiner. Examiner sa conduite, examiner les problèmes que nous vivons, examiner nos valeurs, examiner notre conception du monde, qui va sûrement teinter notre manière de vivre. Donc, les amis, face à cette petite introduction, je vais revenir tantôt sur les notions du « connais-toi toi-même ». Si vous avez des questions pendant que je bois un petit peu de thé, ne vous gênez pas. Des commentaires, vous voulez me faire part d'informations, de commentaires, ne vous gênez pas dans ce petit direct du jeudi, 17 décembre 2020. Nous aurons plusieurs autres rencontres pour ceux que ça intéresse. Dimanche 13h, heure de Montréal, nous allons, en prévision de l'équinoxe, nous questionner sur le passage à la lumière. Le 27 décembre, je fais pour les gens du Québec, bien sûr, un tirage d'un exemplaire de mes 6 livres. Édité de 2005 à 2015. On fera un tirage au sort. Il y aura 6 livres à offrir. Vous allez le recevoir au Québec, si vous êtes pigé, par la poste, directement dans votre boîte aux lettres, un petit format dédicacé. Et n'oubliez pas notre rencontre du dimanche ou du jeudi, non, du dimanche 3 janvier. Je vais réfléchir sur le Carpe Diem d'Horace, cueille le jour. Donc, voilà nos prochaines conférences, rencontres à venir. Il y aura peut-être des petites conférences faites de manière spontanée. Donc, j'attends maintenant vos questions, vos commentaires, mais bien sûr, pour nourrir la réflexion, je vais vous poser vous-même une question. Pour vous, actuellement, ici, maintenant, aujourd'hui, dans notre monde actuel, qu'est-ce que cela implique que de vous connaître? À quoi associez-vous le fait de désirer vous connaître? Et par quels moyens accédez-vous à cette connaissance de soi? Donc, je vous pose la question suivante. Pour vous, que signifie vous connaître vous-même? Et par quels moyens y avez-vous accès? Donc, Mélanie nous dit, est-ce que le connaître toi-même fait référence à une identité individuelle ou collective? Et peut-elle être réfléchie dans une perspective d'évolution dans le temps? Mais là, tu me poses une question. Moi, j'aimerais savoir ta réponse. Qu'est-ce que tu en penses? À quoi associes-tu le connaître toi-même? Est-ce que tu le vois comme Jung, comme un processus d'individuation où le sujet individuel est en quête de sa propre identité? Il doit pour ce, via la conscience, éclairer l'inconscient, faire la lumière, se découvrir lui-même, amener à la conscience tout ce qui est ombragé, tout ce qui est sous-jacent à son être, qui est la part du grand inconnu,
de lui-même. Est-ce que tu le vois dans ce sens-là? Alors, les amis, j'attends vos commentaires, vos questions. Merci, Mélanie, pour ton commentaire. Je vais prendre le temps de saluer. On est une douzaine. Salutations Isabelle, Doris, Annick, Vanda, Mélanie, les deux Mélanie, Christine, Micheline, Saïd. Et voilà. Donc, ce petit groupe aujourd'hui pour cette rencontre. Donc, en attendant vos commentaires, vos questions, je vais poursuivre mon petit laïus. Le fameux « connais-toi toi-même » était pratiqué à cette réflexion-là dans le but, on allait à Delft toujours dans le but de se rappeler à nous-mêmes pour pouvoir agir, pouvoir orienter notre vie vers le bien. Développer, s'améliorer et apprendre à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, ces questionnements-là sur des principes delphiques sont essentiels dans le but de rendre l'homme et la femme beaux et bons. Parce que chez les Grecs, dans la païdéa, il y avait un idéal, bien sûr, de beauté physique, mais aussi de bonté morale, où on tâchait, bien sûr, d'apprendre à bien vivre et aussi à se dépasser soi-même, d'aller vers ce que les Grecs appelaient le principe d'excellence ou l'arrêté en grec, qui implique le développement de différentes vertus. Par exemple, la sophia, la sagesse, connaissance, la justice, la modération, la prudence et la maîtrise de soi, qui en grec est dit, pas autarkeia, mais écoutez, j'ai travaillé sur ce concept-là. L'autarcie, bon, c'est aussi le fait de se priver, l'autarcie, d'avoir le moins besoin d'éléments possibles, mais la maîtrise de soi est dite enkrateia chez les Grecs. OK, je vais avec les commentaires. Isabelle de Québec nous dit... Donc, Isabelle nous dit que nous avons une nature profonde. Là, la question à savoir, nous avons tous et toutes une nature, mais cette nature-là est-elle différente pour chacun? Ou est-elle universelle? Donc, Isabelle, c'est partir à la découverte de sa nature profonde. Donc, et elle passe par l'introspection, l'expérience, c'est un cheminement. La question que je te pose, c'est avons-nous accès à notre nature profonde, ici maintenant, où il faut cheminer, y aller par étapes? Est-ce qu'on peut, comme disait Socrate, qui pratiquait la maïeutique, bien sûr, j'ai oublié de parler de ça, est-ce qu'on ne peut pas juste simplement se ressouvenir que l'on connaît déjà tous les principes et les idées importantes, la vérité. Socrate passait par la maïeutique, c'est-à-dire l'art de faire accoucher les esprits en les questionnant. Voilà. Donc, Isabelle, est-ce que tu peux déjà avoir contact avec ta nature ou il faut que tu fasses des efforts, tu passes par des degrés, etc. Saïd nous dit « La contemplation me permet d'observer mes activités internes, surtout mentales et affectives. » Donc, la connaissance de soi passe par, qui est un verbe grec, la théoria, c'est l'observation. On peut décrire, observer, voir les mécanismes de fonctionnement mentaux, les pensées qui surgissent et les états affectifs, bien sûr aussi. C'est comme ça qu'on apprend à éclairer. Donc, la question est la suivante. Suis-je mes états affectifs? Suis-je mes pensées? Et qui est celui ou celle qui éclaire et contemple?
Annick nous dit que se connaître soi-même, c'est savoir ce qui est important pour elle-même. Donc, peut-être parle-t-elle de valeurs fondamentales. Et surtout, en se connaissant, en connaissant ce qui est important pour nous au niveau des valeurs, ça nous empêche d'être influencés ou de, succomber aux pressions extérieures, sociales, politiques, familiales. Rester intègre. Donc, Isabelle nous dit aussi que la connaissance de soi, c'est partir à la quête, à la recherche de ses propres questionnements. Donc, partir à la recherche de réponses qui sont en lien avec ces questionnements métaphysiques profonds. C'est une quête, en fin de compte. Merci pour vos réponses, les amis. Donc, est-ce que le connais-toi toi-même est quelque chose d'important? Pourquoi est-il important de se connaître soi-même? Et quels sont les moyens que nous employons? On a parlé de contemplation, on a parlé de réflexion ici. Quels sont les moyens pour se connaître soi-même? Est-ce qu'on peut lire des auteurs et voir leur manière de penser pour se confronter à ce qu'ils pensent? C'est en philosophant, en faisant des lectures, en discutant avec les gens, en dialoguant à la Socrate. Un des adages qui était inscrit sur le temple de Delphes était bien sûr le rien de trop, Meden Hagan, qui nous poussait à nous éloigner de ce que les Grecs redoutaient à l'époque, la déraison ou l'hubris, l'excès en tout genre. On voit cette critique-là chez Épicure de Samos, qui a établi un jardin à Athènes. Lorsqu'Épicure propose un hédonisme rationnel où il critique toutes les formes d'excès. Ça rejoint ça ici, la crainte de l'hubris chez les Grecs de la démesure. Donc, Épicure va critiquer l'avidité des hommes riches, des hommes puissants, de la quête de la renommée et de la gloire, car elle est illimitée, car elle peut nous troubler. Donc, nous éloigner d'un état de paix d'esprit et de paix du corps. L'hubris est très bien incarné par Alexandre le Grand, qui a nommé à peu près 150 villes à son nom, qui est un grand conquérant. Il peut être personnifié aussi par Icare, qui veut voler jusqu'au soleil. Et là, ses ailes finissent par brûler. La cire qui soutenait son attirail a quand même aussi brûlé. Donc, c'est la recherche de la démesure, de l'excès. Aristote, lorsqu'il parle de la vertu, du courage, on peut comprendre qu'est-ce que l'excès lorsqu'il réfléchit sur la notion de courage. Si par définition la vertu est la médiété entre deux excès, donc la vertu est le juste milieu entre à la fois deux excès, ou d'une part une carence et un excès. Donc, le courage se situerait dans le milieu et à gauche, on aurait la lâcheté, qui est une absence de courage. Donc, un manque. Et d'autre part, de l'autre côté, on aurait la témérité qui incarne l'excès de courage. Et là, on touche à cette forme d'hubris, de débordement que les Grecs condamnaient. Et là, il y avait l'adage « rien de trop »
qui poussait les êtres humains à se questionner avant d'aller interroger la pitié et qui ramenait l'homme et la femme à l'état d'être humain, rationnel, savoir que tu n'es pas un Dieu. Mélanie nous demande, perception, connaissance de soi, est-ce que ce sont des perceptions ou des vérités? Mais ce que tu perçois comme phénomène, tu as peut-être besoin après de la raison pour évaluer. Mettons que tu prends une rame et tu la plonges dans l'eau. Tu perçois que la rame est brisée, mais elle ne l'est pas. Qu'est-ce qui te permet de savoir que la rame n'est pas brisée? Tu vas le vérifier en touchant la rame et tu vas essayer de comprendre le phénomène auquel la rame est exposée, phénomène optique. Et après, tu pourras voir que c'est une illusion d'optique. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas uniquement fonder la connaissance sur les sens et la perception. On doit utiliser la raison, l'expérimentation, la vérification pour savoir si ce que l'on perçoit est une vérité. Je continue. Donc, très important, quand on allait consulter l'oracle de Delphes, on était là pour apprendre sur nous-mêmes et prendre conscience de nos propres limites aussi. Très important dans la tradition grecque de mettre quand même la raison, même si elle allait voir de la divination. Il y avait un aspect rationnel, à savoir se demander, moi je suis un être humain, je ne suis pas un dieu, je suis capable de voir la différence entre les deux. Et le principe rien de trop me recentre avant d'aller questionner la pitié de Delphes. Donc j'ai une autre question ici de Marie. Qui est le mieux placé pour nous connaître? Est-ce nous-mêmes ou les autres? Hein? C'est une bonne question. Mais on a besoin de passer des fois par les autres pour se connaître, pour avoir un reflet. On peut passer à travers le dialogue, la lecture, etc. Mais on peut... Mais d'abord, c'est nous-mêmes. Nous devons entamer ce processus-là de quête de soi-même, de connaissance. Mais comme dit Sartre, autrui, même si quelquefois c'est l'enfer, m'aide à me connaître moi-même. Je vis en société avec autrui, puis, mettons, on peut aussi vivre toutes sortes de sentiments et d'émotions et d'être conscient. Sartre parlait de la honte qu'on pouvait ressentir, de la gêne, etc. On peut s'observer dans nos relations où on vit l'envie, la jalousie, la haine. On peut conscientiser cette expérience-là. L'autre peut aussi nous faire des commentaires et on peut réfléchir sur ces commentaires-là. Quand quelqu'un te déclare, tu peux tester, tu peux aller vérifier. Un de tes amis te déclare, je ne sais pas trop, que tu es trop généreuse ou trop altruiste. Va interroger tes amis à savoir s'ils perçoivent la même chose. Puis après, demande-toi si tu es trop altruiste, est-ce que ça te nuit? Donc, c'est la question de la limite encore. Est-ce que ça te nuit? Est-ce que ça t'avantage? Est-ce que tu souffres? Est-ce que tu t'oublies toi-même? Donc, tout cela demande le fameux processus de connaissance de soi, de réflexion, de questionnement, d'analyse, nécessaire pour trouver quand même son art de vivre. Donc, Micheline parle de s'observer, être à l'écoute, s'observer, observer nos réactions, observer peut-être notre mécanicité, nos schèmes qui se répètent. On se questionne aussi avant d'accomplir une action. C'est bien sûr un retour vers l'éthique, nous dira Socrate. La question la plus importante, que dois-je faire? Quel genre de vie veux-je vivre? Qu'est-ce qui est la bonne action à faire? Est-ce que j'ai bien agi?
Tout ça fait partie de la fameuse phrase de l'examination de sa propre vie, qui est au cœur même du « connais-toi toi-même ». Et oui, Marie-Katia, est-ce que je me tiens avec les bonnes personnes? Les personnes qui vont me stimuler, m'éveiller, me faire réfléchir, ou je me tiens avec des gens qui vont abuser de moi, profiter, me dénigrer, etc. Ou des gens qui vont venir prendre mon temps et mon énergie sans échange. Donc, ce sont des questions au cœur du « connais-toi toi-même ». On pourrait se poser aussi la question suivante, se choisir, est-ce que c'est quelque chose de nécessaire? Est-ce que fait partie d'un égoïsme nécessaire? Hein? Faut-il se sacrifier à autrui, se choisir? Hein? Jusqu'où va l'égoïsme? Est-il acceptable? Y a-t-il une limite à s'occuper de soi-même? Donc, tout cela est au cœur de la réflexion philosophique, de cette recherche de connaissance et de sagesse qui s'inscrit à même l'injonction delphique du « connais-toi toi-même ». Mais c'est drôle, hein? Chez les Grecs, c'était quelque chose... chacun était appelé à se connaître soi-même, à partir à sa propre quête, hein? À réfléchir. On ne peut pas s'échapper, mais certains vont le faire. Certains ne veulent pas réfléchir, ne veulent pas se poser de questions, veulent des recettes, des formules toutes faites, ne cherchent que l'avantage. Hein? Mais bon, si on veut apprendre à vivre, apprendre à se connaître, apprendre à traverser les âges de la vie, plus on commence tôt, comme disait Épicure dans la lettre à Ménécée, il n'est jamais trop tôt ni trop tard, hein, pour prendre soin de son être, hein, et s'assurer la santé du corps et de l'âme, hein, qui est la voie vers le bonheur pour Épicure. Hein. Si tu dis que tu n'as pas de temps, c'est comme si tu disais que tu n'as pas de temps pour être heureux. Voilà ce que dit Épicure dans la lettre à Ménécée. Écoutez, allez lire le premier paragraphe de la lettre à Ménécée, qui est un paragraphe merveilleux. Donc, les amis, je vous remercie d'être présents à ce live. Dans le contexte de notre dernière rencontre de l'OVS, Observatoire Vieillissement et Société, on est aidé par Sibylla S, qui vient nous appuyer, nous encourager dans la pratique des causeries philosophiques qu'on faisait habituellement sur Queen Mary à Montréal, à l'Institut de gériatrie. On était 15 à 20 à chaque semaine. C'était des rendez-vous en direct. Et là, on passe, étant donné le contexte, via des Facebook Live depuis le mois de juin. Voilà. Donc, on aura, les amis, une autre rencontre dimanche, sur le passage à la lumière. Le 27, je fais un tirage de mes livres, mes 6 livres. Et bien sûr, le 3 janvier, réflexion sur la notion de carpe diem. On sera de retour au mois de janvier avec les causeries philosophiques du jeudi après-midi de l'OVS. Je vais juste demander peut-être à Mélanie de m'envoyer les sujets. Celle du 7, c'est qu'est-ce qui distingue, différencie la folie de la sagesse. Et oui, je me rappelle de celle du 14 janvier. Je vais vous présenter les biais cognitifs. Hein, ce sont ce qui nous empêche de prendre des décisions ou de bien connaître. On parle de biais, c'est-à-dire des tours que notre esprit nous joue, hein,
des raccourcis que nous empruntons. Donc, il y a plusieurs types de biais cognitifs et je vais vous les présenter. Donc, toujours à 13 heures, les rencontres. Et dimanche, le 20, Marie, tu vérifieras dans la section événements de mon Facebook, Mathieu Martel Philosophe. Les heures, c'est toujours 13 heures le dimanche. Donc, les amis, sur ce, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Je vais vous lire. Si vous avez des commentaires aussi, bien sûr. Donc, c'est toujours, on se verra le dimanche, le 20 décembre. Donc, on a quelques activités avant le 3 janvier qui va être nos nouvelles rencontres de 2021. Donc, je vais profiter pour saluer les gens. Je salue Isabelle, Annick, Vanda, Mélanie. Les deux Mélanie, Christine, Micheline, Saïd, Isabelle, ainsi que Marie-Katia, Doris et compagnie. Donc, les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, profitez de ce jeudi 17 décembre. Et, comme disait Socrate, prenez soin de vous. Et comme disait Héraclite, cherchez-vous vous-même. À bientôt. Bye bye.